Bien le bonsoir, bien le bonsoir. Bonsoir et bienvenue pour ce dernier Psychanalyse pour tous de 2023. Nous y sommes arrivés à la fin de l'année. Alors, nous y sommes. Bien le bonsoir et bienvenue. Désolée pour ce petit retard. Samy, bonjour. Marie-Laure, bonjour. Comment allez-vous? Alors, Marie-Laure, Simon, Féti, Smilchka, Vidovic, Simon. Alors, bienvenue pour... aujourd'hui, j'ai posé un sujet, Nadia, j'ai posé un sujet un petit peu qui laisse le suspense. Armando, bonsoir, bonjour. Sabrina, bonjour, bonsoir. Donc, je me suis permise de mettre un Anne, bonsoir. Et cette fois-ci, nous n'avons pas, Joël, bonsoir, un sujet pathologique, Annick, bonsoir, ni même un sujet de la psychanalyse. Sophie, bonsoir, formation médicale, bonsoir. Donc, mais nous nous retrouvons quand même, puisque vous savez qu'ici, il s'agit d'un direct, d'une rencontre. Martine, bonsoir, bienvenue. Donc, d'une rencontre où on peut donc se retrouver, où il y a un certain type d'échange, on va dire. Alors, c'est pas un échange d'une tertulia, comme disent les Espagnols, sinon que c'est un échange un peu plus réduit. Marie, bonsoir. Mais où nous avons la possibilité d'interagir d'une certaine manière. Et où on se rencontre, Elisa, bonsoir. Et Marie, bonsoir. Et donc aujourd'hui, j'ai mis comme titre, donc de façon surprenante, et Soumeya, bonsoir, un titre qui parle de l'improvisation. Alors, de quoi je vais parler? De quoi je vais parler? Donc, et l'idée de la... Néléa, bonjour. L'idée de l'improvisation. L'idée de l'improvisation, c'est-à-dire, on pourrait parler un petit peu comme Salma, bonsoir, comme en psychanalyse, c'est-à-dire comme le patient, il y a certains patients qui viennent et qui ont déjà plus ou moins préparé leur séance, qui savent de quoi ils vont parler. Je me suis posé beaucoup de questions à ce sujet, Elisa, enfin, c'était d'accord. Moi aussi, je me suis posé pas mal de questions. Mais enfin, je me suis posé pas mal de questions. Je me suis demandé ce qui allait se passer et de quoi j'allais parler. Mais de la même façon qu'on peut penser qu'il y a des patients qui viennent en séance, qui ont déjà un petit peu préparé, qui savent de quoi ils vont parler, Marlène, bonsoir, il y en a qui ont des symptômes préparés pour pouvoir en parler, ils savent, pour pas trop improviser, justement, pour éviter l'improvisation. Et on pourrait parler un petit peu dans ce cas-là de patients en fait qui parlent mais qui se cachent derrière leur discours, qui se cachent derrière leurs mots. C'est-à-dire parce que le fait de se préparer, c'est un petit peu, en psychanalyse je dis, non, dans une séance de psychanalyse, c'est un petit peu se cacher, c'est-à-dire ne pas oser l'improvisation. Il ne faudrait pas que je dise quelque chose qui n'était pas prévu, hein, que je me découvre moi-même, parce que c'est pas qu'on va se découvrir face au psychanalyste, sinon que, Isra, bonsoir, qu'on va se découvrir soi-même. Et ça, c'est très intéressant de pouvoir y penser, c'est-à-dire que comme si, pas comme si, c'est un petit peu de ça dont il s'agit, c'est-à-dire que l'être humain, Nathalie, bonsoir, l'être humain, il a peur de ses propres mots, de la possibilité de ses propres phrases. Donc c'est pas qu'il ait peur, Mariam, bonsoir, qu'il ait peur de ceci, de cela, non, il a peur de ses propres mots. Donc il évite la possibilité de l'improvisation. Lila, bonsoir. Alors que l'improvisation, pour avoir une vie assez intéressante, ben, l'improvisation, ça va bien sûr être quelque chose qui va être nécessaire dans notre vie. Kunal, bonsoir. D'un côté, nous avons la réalité, de l'autre côté, nous avons l'invention. L'invention, c'est-à-dire que il va se passer, c'est pas qu'on va faire, on va inventer quelque chose de particulier, mais
on va improviser. Improviser. Alors, bien sûr, il y a différents types d'improvisation, mais on pourrait commencer en soulignant cette idée que je pense qui est assez intéressante, qu'on va penser que la réalité et l'invention, Céline, bonsoir, la réalité et l'invention devraient pouvoir se combiner constamment. Bon, parce que sinon, qu'est-ce qu'on fait? Nos phrases, en fait, nos phrases, on répète des phrases qu'on a écoutées, oui, on répète des phrases qu'on a écoutées, que les phrases qu'on prononce, les idées qu'on essaye de transmettre, et surtout les phrases, simplement les phrases. Françoise, bonsoir. En fait, en général, on répète des phrases qu'on a entendues toute notre vie, et tout d'un coup, ben, nous, on les répète parce qu'on trouve qu'à ce moment-là, c'est bien de dire telle chose, qu'on n'est pas très créatif dans nos phrases. Sandra, bonsoir. On a l'habitude de répéter les mêmes phrases, et même parfois les mêmes phrases tous les jours. Vous vous rendez compte, hein? C'est quelque chose qui nous limite énormément parce que notre manière de parler présente un petit peu notre manière de vivre. C'est en relation à notre manière de vivre, notre manière de parler. Donc, au plus j'ai la possibilité d'inventer, quand je vais parler avec des amis, dans une conversation, pas seulement dans une séance de psychanalyse, Sylvie, bonsoir, Hanan, bonsoir, sinon de pouvoir inventer, de pouvoir se surprendre à fabriquer une phrase bizarre ou à fabriquer une phrase inhabituelle ou que quelqu'un, Annie, bonsoir, quelqu'un nous dise comment, qu'est-ce que tu as dit? Parce que, bah oui, on a l'habitude aussi d'écouter des phrases, toujours les mêmes phrases, hein, parce que c'est ce qu'on dit et c'est ce qu'on écoute aussi. Donc, d'avoir une phrase qui va nous désorienter, on ne l'a jamais entendu, qu'est-ce qu'on en fait, on la place à côté de quoi, et donc il y a toutes ces intrigues du langage et de la possibilité de pouvoir fabriquer chacun ses propres phrases. Et ça, il faut le dire, c'est ce que nous permet de faire la poésie. Parce que la poésie, c'est la possibilité qu'elle nous donne. C'est-à-dire que la poésie ne nous demande rien a priori, elle nous demande justement cette possibilité de créer, de mettre un mot à côté d'un autre qui, avant nous, n'avait jamais été uni, par exemple. Non, les grands poètes, c'est ce qu'ils nous montrent, c'est qu'ils vont être capables de, Jarbi, bonsoir, de réunir des mots. On dit, waouh, quelle image! Non, ils vont créer des images avec en réunissant des mots où, dans la vie quotidienne, ça n'existe pas. Et c'est pour ça que la poésie, c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre, parce que comme je disais, au lieu de nous cacher derrière nos mots, derrière ces phrases que l'on connaît, derrière nos symptômes qu'on connaît bien, Guy, bonsoir, de pouvoir non, ouvrir de nouvelles voies, ouvrir une nouvelle phrase, c'est une nouvelle voie qui va s'ouvrir, qui va se présenter. Alors c'est vrai que on va pas le faire tout seul, hein, parce que il faut savoir que tout seul, on peut pas être créatif tout seul en parlant, je veux dire. Donc quand on parle, c'est toujours avec quelqu'un pour écrire, bien évidemment, pour écrire. On n'a pas besoin. L'interlocuteur, c'est la page blanche. Il y a quelqu'un à qui on raconte, il y a quelqu'un pour qui on écrit, il y a ce quelqu'un, sans nom, sans définition, on ne sait pas, peut-être qu'il n'y a jamais personne qui va le lire, mais peu importe, peu importe. La page blanche, c'est comme notre interlocuteur, il faut la remplir, la remplir. Hein. Et donc, la possibilité, Stéphanie, bonsoir, la possibilité de pouvoir faire une certaine... non, parce que la poésie, c'est ce qu'elle nous montre. Et quand on n'écrit pas soi-même, parce que bien sûr, on n'a pas tous cette facilité, ou pas seulement une facilité, mais cet exercice, parce que la poésie, c'est aussi un exercice, comme une sorte de gymnastique, il faut s'exercer, comme pratiquement tout dans la vie. Dans la vie, il faut apprendre à apprendre, apprendre à faire, apprendre à écrire, apprendre à parler. Et en plus, ce sont des verbes où on n'en finit jamais d'apprendre, dans le sens où c'est toujours ouvert à de nouvelles possibilités, à de nouvelles découvertes. Donc, on n'en finit pas d'apprendre. Mais pas simplement des connaissances. Non, je ne parle pas de la connaissance, d'aller regarder, de faire des investigations sur tel sujet ou tel autre. Néléa, la page blanche est angoissante. Exactement. C'est pour ça qu'il faut passer cette première angoisse
on va dire, qui est un premier affect. Alors, ou on se laisse bloquer par l'affect, et donc on n'écrit rien, ou on dépasse cet affect, et puis on commence à écrire. Non, c'est de ce dont il s'agit. Soumana, bonsoir. Donc, je disais que la poésie, c'est... et quand la publication que j'ai faite sur la page de Facebook, je ne sais pas si vous avez eu la possibilité de la lire, qui est, je pense, très intéressante, où Miguel Oscar Melassa, qui est un poète, qui est directeur et psychanalyste, directeur de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Zero, il nous parle de discipline, et il nous parle de discipline pour le travail de psychanalyste, il nous parle de discipline pour le travail de la poésie, et il nous parle même de discipline, Soussou, bonsoir, pour l'amour. Comme quoi, c'est quelque chose ce sont des matières, on va dire, que toutes ont besoin d'un travail régulier. Alors, il ne s'agit pas d'une discipline militaire, ni de dire tous les jours à 8 heures, comme certains font du sport, d'une façon disciplinée. Il ne s'agit pas de ce genre de discipline, sinon qu'il s'agit d'une discipline, on va dire, Soumia, bonsoir, d'une discipline dans le sens où ça fait partie de ma vie, donc c'est un exercice que je vais faire avec régularité dans ma vie et qui soutient ma vie. Parce que quand on dit que la psychanalyse est une discipline, que la poésie est une discipline, que l'amour est une discipline, ça veut dire que si j'applique une certaine discipline, une régularité dans l'étude des textes de psychanalyse, dans les groupes de formation de psychanalyse, par exemple, la même chose pour la poésie, parce que écrire de la poésie aussi en groupe, c'est quelque chose qui favorise l'exercice de la poésie, la découverte de nouveaux auteurs, la découverte de l'écriture de l'autre, qui vient nous présenter aussi le travail qu'il a fait, Poisson bleu, bonsoir. Donc ce sont des choses, on va dire, qui font partie de cette discipline, hein, la régularité, la discipline, l'engagement que nous avons avec certaines choses qui nous maintient dans une certaine discipline. Et que cette discipline, bien évidemment, elle nous constitue, elle nous fabrique. Hein, de la même façon qu'un grand athlète sportif, il a besoin de s'entraîner, au plus il s'entraîne, au plus il fait les exercices correctement, au plus il suit les indications de son entraîneur correctement, au plus il aura de bons résultats, on va dire. Hein. Il aime bonsoir, donc Alger, bonsoir Alger. Donc la discipline dans ce sens, non? La discipline dans ce sens. Après, chacun a son rythme, chacun a sa manière, et qu'il est très important aussi que chacun, non? De la même façon qu'il y a des gens qui adorent écrire la nuit, il y a des gens qui préfèrent ceci, qui préfèrent cela. Je veux dire que chacun, oh là bonsoir, chacun a son rythme, chacun a sa manière, mais que ce sont que la discipline. Non, parce que la discipline, c'est une terminologie assez péjorative. C'est la discipline à l'école, c'est la discipline militaire, c'est la discipline, on n'en veut pas. Moi, je vais être libre, faire ce que je veux. Et pourtant, la discipline dans de nombreuses activités de notre vie, c'est quelque chose qui va nous soutenir. C'est quelque chose qui va nous permettre d'avoir une vie. C'est-à-dire nous avons de nombreux préjugés sur les choses de la vie qui vont à qui vont nous nuire. C'est-à-dire que les préjugés que nous avons en pensant que ce qu'il y a de mieux c'est de la liberté, de faire, bonsoir Federica, de faire ce que je veux, de ne pas avoir d'attache, de pouvoir être indépendante, j'ai pas besoin des autres, vive la liberté, vive la liberté. Voilà, la liberté, c'est important de pouvoir l'avoir justement dans les mots, dans les phrases. C'est cette liberté donc, qui est à notre disposition et qui, à l'intérieur de justement tous ces autres piliers qui vont m'être utiles dans la vie, des piliers sur lesquels moi je peux m'installer, on va dire. Le sujet d'aujourd'hui, Hakim, je vous le laisse découvrir. Quel est le sujet d'aujourd'hui? Est-ce que tout peut être poète ou écrivain ou c'est un don? Féti demande. C'est un travail, Féti. Alors on va dire, c'est un travail, c'est-à-dire que Céline, faites-vous une différence entre discipline et rigueur?
Qu'est-ce que, bah, ça dépend. Qu'est-ce que vous entendez par rigueur? Moi, j'essaye d'expliquer discipline. Après, il faudrait voir un petit peu ce que vous entendez par rigueur. Je pense que la discipline, c'est un engagement que nous avons avec certaines choses, de la même façon que nous pouvons avoir un engagement avec l'amour, pas avec les personnes, avec le verbe aimer. C'est-à-dire un engagement avec le verbe aimer dans cet apprentissage, avec cette possibilité d'apprendre, de continuer à apprendre à aimer. Hein, Lisa, bonsoir. Dans ce sens-là. La discipline, c'est un engagement. La discipline, c'est un engagement. Et comme je vous dis, après, chacun son rythme, chacun sa manière, chacun... Parce que nous sommes une machine, mais ça ne nous convient pas d'être un tyran avec cette machine. C'est-à-dire que c'est une machine qu'on ne peut pas, qu'on ne peut pas diriger. C'est une machine avec laquelle nous vivons, qu'à la rigueur on peut observer en disant tiens regarde, oh bah tiens j'ai réussi à écrire un long poème, ah j'ai réussi à faire ça, ou j'ai pas réussi, ah bah non bah j'ai pas réussi, je voulais le faire mais en fait ça n'a pas marché. Et on n'est pas, non comme disait Freud, on n'est pas maître de soi, mais on peut s'engager, ça on peut. On peut s'engager, non, fait-il, avec l'écriture, avec la lecture, parce que pour pouvoir écrire, ben, bien évidemment, il est très important de lire, de pouvoir voir ce qui existe, parce que sinon, si on ne se rend pas compte de ce qui existe, au moindre petite chose qu'on écrit, on dit waouh, je suis un génie, hein, parce qu'on ne connaît pas ce qui existe. Donc, parce que l'écriture, c'est toujours une surprise pour celui qui écrit. Alors, c'est toujours une découverte. C'est pour ça que la lecture, c'est quelque chose d'indispensable, un petit peu, pour se rendre compte que ce qu'on est en train de faire, c'est un exercice. On peut avoir une influence sur les choses. On peut influencer les choses. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire, influencer? Qu'est-ce que vous voulez influencer? Parce qu'on peut influencer dans le sens, si moi je m'engage avec la psychanalyse de continuer à étudier, de continuer à travailler, toute notre vie est une discipline, cette discipline par laquelle on s'organise, on réussit, on existe en fait. La discipline, moi je l'entends comme une sorte de pilier sur lequel il y a comme un petit peu certaines habitudes, il y a des choses, j'ai pu imposer la question, je sais ce que je dois faire. Donc, et c'est vrai qu'après, certains ont tendance à dire non mais j'ai pas envie. Alors Damienne, bonsoir. Ah ben non, j'ai pas envie donc je le fais pas. Et c'est vrai qu'on peut pas, quand je dis qu'on peut pas forcer la machine, c'est-à-dire qu'il y a des jours où on va se retrouver face à la feuille blanche et puis on va gribouiller et puis en fait ce qu'on a gribouillé, Rikia, bonsoir, ben on finit par le jeter à la poubelle parce que c'était rien. Ce jour-là, il n'y a rien qui est sorti. Donc ce sont des choses qui sont possibles. Ce sont des choses qui effectivement peuvent arriver, ou comme des fois on essaye de lire et puis en fait on est distrait, on n'y arrive pas, il y a, bah oui, Fabienne, bonsoir. Et donc ce sont des choses, évidemment, c'est pour ça que je dis on peut pas nous obliger, on peut pas s'obliger soi-même, mais on sait que bon, ben aujourd'hui j'ai pas réussi, tant pis, mais demain j'y retourne. Demain, je rouvre ce livre, et puis après, il y a tout un apprentissage aussi dans la lecture, c'est-à-dire que parfois, on essaye de lire un livre, et parce qu'on nous a recommandé, ou parce qu'on veut lire tel livre, et puis ça marche pas, j'arrive pas, je lis, mais ça passe pas. Ben, on le laisse pour plus tard. Il y a mais chaque chose, non? La discipline, c'est aussi sortir de sa zone de confort. La zone de confort, pour moi, c'est quand on vous parlez de zone de confort, en général, c'est un petit peu la zone du plaisir. Du plaisir. Je m'allonge sur le sofa et je ne fais rien. Donc, c'est pas exactement la zone de confort, hein, la discipline, parce que c'est pas obligatoirement non plus s'obliger. C'est pas parce qu'on peut pas s'obliger. L'être humain, il ne peut pas s'obliger. C'est pour ça que Ménassa, justement, le directeur de l'école, il dit quand on s'est installé dans le désir, la discipline, elle vient toute seule. C'est-à-dire qu'on n'a plus à s'obliger. Ça y est, on est engagé. Désirer, ça veut dire, ça y est, j'ai pris l'engagement, ça y est, je suis engagé, donc le reste va se faire. À la rigueur, et en plus, c'est pas dur la discipline, sinon que ça se fait tout seul et qu'on le fait, ça s'articule avec le reste. Et parce que ce qu'il y a d'intéressant aussi dans les apprentissages et dans la discipline, c'est que quand je prends la discipline, que ce soit pour apprendre à coudre, pour apprendre un instrument de musique, pour apprendre à écrire de la poésie, pour étudier la psychanalyse, quelle que soit la discipline, on va dire, quand on fait quelque chose, au plus on progresse dans quelque chose,
au plus cette progression, en fait, nous permet de progresser partout. Pourquoi? Parce qu'on a une attitude différente. C'est-à-dire que les bénéfices qu'on peut avoir dans une matière vont nous permettre, d'après, de s'étendre sur les autres matières. Donc, en gros, j'achète un livre et je le laisse de côté car il ne marche pas, la discipline, c'est ce que je lis car je l'ai acheté. Moi, je pense que quand on se force à lire un livre qui nous dit rien, ben, on ne va pas en tirer grand-chose. Alors, on peut se forcer, on peut s'obliger, hein, comme le professeur, il nous obligeait à lire un livre, et en fait, on l'a oublié. Vous vous rappelez, à l'école, ben, il y a des livres, on vous a obligé à lire, et puis il n'y a pas grand-chose qui en est sorti. On n'a pas gardé grand-chose, on ne se rappelle même plus du titre. Je veux dire qu'il n'y a plus de contenu. C'est pour ça que ce sont des compétences transversales. Ça, c'est joli, Sonia. Je ne sais pas ce que c'est que les compétences transversales. Ah, transversales dans le sens où, quand on se bénéficie de quelque chose, d'un profit sur une matière, ben, cette matière, après, nous avons la possibilité de l'étendre à d'autres matières. C'est-à-dire que si on est bon dans quelque chose, et qu'on travaille dans autre chose, attention, ça ne va pas tomber du ciel, rien ne tombe du ciel, si ce n'est que la pluie et la neige. Bon, donc, comme rien ne tombe du ciel, ben, si je continue à travailler aussi dans les autres choses, ben, il y a des choses qui s'articulent. Parce que quand on travaille, et c'est ça les bénéfices du travail, en fait, c'est une décision, qu'est-ce que vous dites? C'est une décision intime. C'est une décision. La discipline mène à tout. Elle ouvre les champs du possible. Exactement, poisson bleu. Valoriser le travail est une certaine forme de courage, persévérant, jusqu'à éprouver du plaisir. Bah, d'une certaine façon, c'est ça, Fabienne. C'est-à-dire qu'au départ, on se propose de faire quelque chose, c'est une nouveauté, c'est pas obligatoirement facile, c'est quelque chose de nouveau, donc il va falloir apprendre à jouir de cette nouvelle chose. Et pour ça, bah, il va falloir, hein, vous vous rappelez l'histoire de la libido, il va falloir que ma libido entoure ça, et une fois, et avec la répétition. Non? Donc je continue, je continue, je continue, je continue, et puis il arrivera un moment où j'apprendrai à prendre du plaisir de ceux qui m'étaient indifférents hier. Il y a des gens qui finissent par aimer torturer les autres, par aimer tuer. Dans le sens où vous voyez que il y a des gens qui sont dans des situations de guerre, par exemple, que ce n'était pas prévu dans leur programme, et puis qui se retrouvent dans des situations comme ça. C'est pour ça que, Toria, bonsoir, que il faut faire attention à ce qu'on choisit, bien évidemment, et ou à ce qu'on choisit ou à ce qui est possible, non? Parce qu'il y a des situations où notre vie nous fait tomber dans des situations où on n'a pas toujours la possibilité, encore que quand vous voyez les êtres humains, non, qui ont toujours, vous rappelez de ce livre, je ne sais plus l'auteur d'ailleurs, il y a eu un film qui a été fait de ce film, Au nom de tous les miens, non, où on voit ce jeune pendant la Deuxième Guerre mondiale, comment il arrive à passer tous les obstacles, tous les obstacles, tous les obstacles, tous les obstacles, et comme ça, et on voit tout au long du film tous les obstacles qu'il a, et qu'il arrive toujours à se débrouiller, et qu'il arrive à changer de camp quand c'est nécessaire, et je vais dire que c'est la vie qui le pousse. Il a une énergie pour la vie impressionnante. Et donc on voit que s'il y en a un qui a pu faire ça, ça veut dire que c'est quelque chose de possible. Ça ne veut pas dire qu'on peut tous le faire, mais ça veut dire que c'est possible pour l'être humain. Et si c'est possible pour l'être humain, sa vie, je ne vais pas la faire puisqu'il l'a déjà faite. Je vais faire la mienne. Mais ça veut dire que moi aussi, j'ai la possibilité que... Non, c'est une possibilité pour l'être humain. Non, quand on dit tout ce qui est humain, non, ne m'est pas étranger. Stéphanie Martin-Gray. Ah oui, ok, d'accord, merci. Exactement. Non, donc, on voit que toutes ces vies qui ont déjà été vécues, qui nous montrent qu'il y a quelque chose qui est possible. Et regardez, dans tous les livres que vous avez déjà lus, vous voyez toutes ces histoires de vie, Nadia, bonsoir, qui montrent tout ce que l'être humain était capable de vivre. C'est impressionnant. Et ça veut dire que ce sont des possibilités humaines. Après, chacun, nous allons faire aussi notre propre vie. Et je pense que l'idée de, Harry, salut, l'idée de l'engagement, c'est quelque chose, donc quand je parle de discipline, bonsoir Pascal, de discipline et d'engagement, et c'est quelque chose qui est important, hein. La résilience. C'est la vie. La résilience, c'est la vie, c'est de pouvoir, non, quand on va dire que l'important dans la vie, c'est la capacité de substituer.
Et l'histoire de Martin Gray, c'est la capacité de substituer. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé cette libido, la vie, son énergie, son énergie sexuelle, puisque c'est de ça dont il s'agit, cette énergie, cette libido qui est là et qui veut vivre, et donc il a une grande capacité de substitution, hein, dont on parlait, qui est une caractéristique des personnes saines, et qui ont cette capacité de pas s'attarder sur quelque chose du passé, et que c'est passé, ça y est, maintenant je passe à autre chose. Non, je m'occupe de ce qui arrive dans le présent. Je m'occupe du présent, le passé, que voulez-vous faire? Non, on va écrire une histoire sur ce passé. En plus, on peut écrire une histoire pour la déréaliser, pour que justement la transformer, parce que sinon on est des journalistes, mais transformer son histoire de vie pour que, ou écrire ou s'inventer une vie, parce que l'écriture c'est ça aussi qu'elle nous permet, de dire j'ai pas eu la vie que je voulais, j'aurais voulu vivre autre chose. Bah, écrivons-le. Je vais écrire la vie que j'aurais aimé vivre. Par exemple, eh ben, en l'écrivant, je la vis. C'est une manière de la vivre. Après, il faut réussir à le faire. La libido est donc en lien avec la vie. Sans libido, pas de vie. C'est notre énergie psychique. C'est une énergie psychique qui va être en relation donc avec la réalité. C'est cette énergie qui nous met en relation avec la réalité extérieure et aussi avec la réalité intérieure, bien évidemment. Le pouvoir de la narration, exactement, le pouvoir de la narration. Parce que Martin Gray, je ne sais pas s'il a vraiment vécu ce qu'il nous a raconté. Comme beaucoup d'historiens qui disent « je vais vous raconter la vie d'eux ». Bon, c'est une version d'eux. La vie d'eux, elle a été vécue, elle a disparu. Donc maintenant, ben, il faut, une fois qu'elle a été vécue, ben, il faut l'écrire. Et quand on l'écrit, ça devient autre chose. Et en plus, on garde quelque chose. Ménassa aussi, il dit, si j'ai un jour, parce que c'est un grand écrivain qui a écrit énormément et qui a écrit énormément sur sa vie, qui dit, un jour sans écrire, ben, c'est un jour jeté à la poubelle. Dans le sens où il reste plus rien. Le jour que j'ai vécu, il reste plus rien. Si j'ai pas laissé une trace, si j'ai pas écrit quelque chose, ben voilà, c'est comme une journée jetée à la poubelle. Puisque, en fait, le vécu, qu'est-ce qui reste du vécu de notre vie? Nous sommes des êtres humains et ce qui va rester, c'est l'écriture. Donc, ben, il faut prendre papier crayon et se mettre au travail de l'écriture. C'est quelque chose qui est très enrichissant. Mais c'est très enrichissant quand c'est indispensable la lecture, non? C'est indispensable la lecture. Et ici, dans Grupo Celo, nous avons des ateliers de poésie qui sont donc bien évidemment à votre disposition. Nous avons un atelier de poésie en français où on peut participer pour justement nous aider à la discipline. Parce que l'atelier aussi, il faut le dire, ça nous aide à la discipline. Parce que quand on n'a pas cette rencontre avec les autres, cet engagement, parce que l'engagement avec soi-même, on va pas vous organiser toujours des ateliers d'écriture, oui Fabienne. Donc, et cet engagement que nous pouvons avoir les autres, bah, ça nous aide à dire, bon voilà, je sais, c'est le mercredi à 20h30, j'ai l'atelier d'écriture, donc je sais que je peux y aller, j'ai des devoirs à faire, donc après je les fais pas, ça c'est une autre histoire, mais j'ai un engagement. Et ça, c'est très important parce que les engagements, il faut les avoir avec les autres. Non, comme je disais, parce qu'un engagement avec soi-même, c'est pas évident de le maintenir. C'est pas évident de le maintenir. Donc, pour se faciliter les choses, on peut avoir des engagements avec les autres qui nous permettent, et en plus, de pouvoir découvrir des auteurs avec d'autres, de pouvoir écrire, non, comme je disais, de pouvoir découvrir l'écriture des autres, comment l'autre, il reçoit l'écriture d'un tel, comment il reçoit la poésie de l'autre. Et donc, c'est un espace très enrichissant et que la poésie, comme je l'ai publié là sur la page de Facebook, et c'est quelque chose de très important, c'est que on voit que l'articulation de psychanalyse et poésie, la possibilité de découvrir le monde de la poésie dans son ampleur, pas seulement les auteurs qu'on vous présente à la télévision ou dans les journaux, écrire c'est un refuge pour y aller. Mais moi je ne parle pas de cette écriture comme refuge. Non, non, il y en a d'autres qui disent oui, la poésie c'est thérapie. Non, non, c'est pas la poésie qui est thérapie. La poésie c'est une ouverture, c'est pas une thérapie. La thérapie c'est la psychanalyse. Et la poésie, c'est une ouverture. En plus, c'était Octavio Paz qui disait que c'est un instrument de connaissance. C'est-à-dire que pour bien apprendre à connaître l'être humain,
hein, on va passer par la poésie, parce que la poésie, c'est un instrument, la poésie, c'est celle qui raconte la véritable histoire des peuples. Parce que la poésie, elle ne travaille pas pour quelqu'un. Hein, c'est pas un historien qui travaille avec une idéologie et qui va travailler donc pour tel auteur ou pour le critiquer ou pour. Donc les historiens c'est une chose, mais la poésie elle raconte la véritable. Quand vous voyez par exemple écrire selon un de mes patients a un effet miroir très violent. Alors c'est parce qu'il doit écrire avec d'autres personnes. Non, parce que s'il y a l'effet miroir, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il croit qu'il est tout seul. La poésie est une thérapie. Non, Elisa, la poésie n'est pas une thérapie, je répète, c'est la psychanalyse, la thérapie. Ne confondons pas tout, parce que sinon, qu'est-ce qu'on fait dans la poésie? On raconte sa petite histoire. Ce qu'on devrait dire au psychanalyste, on le raconte sur le papier. Donc, ça, c'est pas de la poésie. Non, ça, c'est pas de la poésie. La poésie, c'est déréaliser la réalité. C'est fabriquer autre chose. Non, c'est fabriquer autre chose. Alors, comme vous me provoquez un petit peu, je vais vous montrer par exemple, je dois avoir, attendez, je vais voir, alors par exemple, je vais voir si je prends, on va voir, je vais voir si j'arrive à trouver pour vous montrer. Bon, une création, ça ce sont les grands, on va dire. Mais ça peut être une création pour nous. Non, c'est-à-dire une nouveauté. Une création, c'est une nouveauté. Alors il y a les véritables créations qui sont des nouveautés pour l'humanité, et après il y a les créations, on va dire, au stade individuel, c'est-à-dire que comme je n'avais jamais écrit un poème et que tout d'un coup j'écris un poème, ben pour moi c'est une création. Mais ça ne va pas passer la porte de mon ordinateur, par exemple. Bonsoir, oisif. Par exemple, je vais vous lire un poème. Il s'appelle C'est la nuit. C'est la nuit. Dans la ville, tous dorment, sauf le son palpitant du cœur du temps, battant rythmiquement contre moi-même. Aucune soif ne se calmera ce siècle-ci, opaque siècle du désir où l'homme a été lumière, brodé au feu, et en même temps rêve désespéré. La lutte est contre tous, moi aussi, est un soldat de la mort. L'homme actuel est presque mort. Amant délicat de sa propre décadence, il n'a pas de force pour penser le futur. Tout en lui est une présence avide et carnivore qui le dévore et l'agrandit, et en même temps le dévore. Par exemple, alors vous voyez, il y a des créations, non non, on va dire brodé au feu. L'homme a été lumière brodé au feu. Vous voyez, il y a un sens derrière. Alors, on ne va pas l'expliquer avec la raison. Non, l'homme a été lumière brodée au feu, et en même temps, rêve désespéré. Non, Najette, bonsoir. Donc, c'est des choses qui sont intéressantes. Pourquoi? Pour ouvrir des nouveaux sens, pour voir quelque chose que j'avais jamais vu avant, et que seule la poésie peut me donner. Alors après, bien sûr, c'est comme toujours l'exercice. L'exercice, non? L'exercice de la lecture, l'exercice de la poésie, non? Est-ce qu'il existe un test ou échelle de la résilience? Un test. Alors, vous voyez, non? On veut trouver des échelles. On veut nous mettre dans des grilles. On veut nous enfermer dans des grilles avec des numéros, avec des mots, pour nous mettre des étiquettes. Non, Hakim, laissons-nous vivre. C'est la capacité de substitution. La résilience est la capacité de... oui, Françoise. C'est Miguel Oscar Menasa, non? C'est le poète qui est pas encore complètement traduit en français, mais on a fait beaucoup de progrès là-dessus et on continue à... Donc la métaphore, c'est une possibilité de la création, mais pas simplement la métaphore. Après, il y a l'image, non? La création, non? D'une image. L'homme a été lumière brodée au feu. Qu'est-ce
qui est l'auteur de cette poésie, Paola? C'est Miguel Oscar Menaza. Hein, c'est un grand écrivain, et en plus, ce qu'il a de très intéressant, cet auteur, c'est que c'est un grand psychanalyste. Et quand il écrit, hein, il a... Alors, je vais essayer de vous montrer... euh, je vais vous montrer et voir si on peut regarder. Est-ce une image symbolique? Pas toujours. Pas toujours, ça peut être simplement une image. L'homme a été lumière brodée au feu. C'est une image, et puis après chacun comprend, voit quelque chose de différent, comprend. Après, il y en a des peintres qui vont aller essayer de le dessiner, non? Ou essayer de mettre des couleurs ou une peinture là-dessus. Alors après, on va dire, attendez, je vais voir si j'arrive à trouver. euh, Par exemple, je vais essayer de voir. Laisser, laisser, oublier peu à peu celui que je suis, m'enfoncer lentement dans les heures de la nuit, corps de femme, aborigène dépecé par la culture, petit monument vital devenu l'être, oiseau de proie désespéré, aveuglé par sa condition d'être, j'avoue, en un lieu secret de mon âme, quelque chose de Dieu est mort pour moi. Bête ensanglantée, je dévore mon savoir. Je suis la dernière bourrasque sur le monde, et je suis aussi la direction de la bourrasque. Ici, dans le centre de mon être, s'embrase un homme, ton corps, panthère menacée, nacre et absence. Donc, bah oui, parce que Françoise, effectivement, ça prend en trip, parce que cet auteur, il a, comme les grands auteurs, je veux dire, c'est pas le seul, hein, les grands auteurs, ils nous parlent directement aux tripes, ils nous parlent à l'âme, et en plus, ils nous montrent notre humanité, ils nous montrent que nous aussi, nous sommes comme ça. Hein. Et en plus, bien sûr, les grands auteurs, les grands poètes, c'est ceux qui dénoncent les choses. Par exemple, Menaça il dit: un pas en avant, c'est aussi un ordre du système. Se distinguer, c'est aussi une opinion généralisée. Vous voyez, il montre les préjugés de la société dans laquelle nous vivons. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui me le dit, moi toute seule, j'y arrive pas. J'ai besoin des autres pour me rendre compte des préjugés dans lesquels je vis. Hein? Ah, écoutez, je vais vous en lire un qui s'appelle La mort de l'homme. Alors celui-là, il est super bon. Il a été écrit le 31 décembre 1976. Il dit: c'est de nouveau la nuit, et en général, la maison dort. Une voix à la radio dit les derniers mots. Je me distrais avec la fumée, et 1000 fantaisies me passent par la tête, et aucune n'a à voir avec l'idée de m'allonger tranquillement sur le lit et dormir. Au milieu de tant de papiers, je finirai par être un écrivain, et je fixe mon regard sur le lointain, et je laisse l'histoire de l'homme faire irruption avec la violence de son destin dans ma nuit. J'allume des cigarettes en abondance, l'une après l'autre, comme si c'était de scintillantes grenades contre les oppresseurs. Depuis des millions d'années, l'homme vit à genoux. Les grenades éclatent sur mon visage, de primitives présences peuplent ma nuit de rites sauvages. Cérémonie où la mort est toujours une chanson sublime et mystérieuse. Des bêtes indomptables, semblables à l'homme, par la maladresse de leurs mouvements, dansent autour de moi, rageuses, sauvages. Dans un mauvais français, elles me disent que leur chef veut parler avec moi. Assis sur mon lit en train d'écrire, je demande que cessent de rugir les tambours, que cesse la danse, qu'on me laisse écrire ce poème. L'homme a faim et soif depuis des millénaires.
Nous sommes cet homme affamé et assoiffé, poète. Chantez avec nous. Nous venons de la Mésopotamie et des Caraïbes, et en cherchant la perfection, nous sommes arrivés jusqu'au monde qui se cache au-dessus du ciel, et nous n'avons rien trouvé. Il y a toujours un homme qui a faim. Il y a toujours un homme qui meurt de soif. Ici même, poète, dans ta maison, loge l'oppresseur et l'opprimé. Assis sur mon lit en train d'écrire, je dis aux sauvages que nous sommes en pleine nuit. Je leur demande poliment qu'ils arrêtent de danser, j'ai besoin de m'enfoncer parmi les lettres, ma faim, mon unique soif. Ils arrêtent de danser, et celui qui se distinguait par son extrême humanité me fulmina du regard. Qui est plus cruel, poète? Qui est plus sauvage? Celui qui meurt en luttant pour un morceau de pain ou celui qui ne meurt jamais? Qui produira l'extermination, poète? Mes armes ou tes vers? Et maintenant, poète, laisse la plume, commence à marcher et pense. Assis sur mon lit en train d'écrire, je dis au sauvage que je ne veux pas quitter ma chambre et que j'ai toujours su que penser n'était pas nécessaire et que je désire, c'est la dernière fois que je le lui dis, continuer à écrire ce poème. Avant de continuer, je m'arrête sur l'intelligence du sauvage. Il parle bien, et tandis qu'il parle, il laisse échapper entre les mots son haleine pour que tout semble vital, déchirant. Moi je suis l'homme, crie la bête enchaînée, et toi, poète, tu es l'homme? Écrire pour qui? Où les amis? Et où les ennemis? Dis-moi, poète, ton chant a-t-il besoin du futur pour être? Ce poème que tu écris contre tout, à qui servira-t-il? Voyons, poète, un vers qui me dise maintenant même qu'est-ce que l'homme? Assis sur mon lit en train d'écrire, je me rends compte que l'intelligence du sauvage finira par brûler tous mes papiers écrits dans ce bûcher que ces paroles ont construit autour de moi. Je cesse d'écrire, je le regarde fixement dans les yeux et je murmure ses propres paroles. En un seul vers, un homme. En un seul vers, un homme. Et je me décide à écrire ce vers. Je soutiens avec mon regard le regard du sauvage. Et avec de rapides mouvements, je prends la mitraillette et je tire plusieurs rafales sur le corps du sauvage qui, les yeux désorbités par la surprise, tombe pour mourir et disparaître. Assis sur mon lit, j'écris maintenant avec l'assurance de celui qui est arrivé au sommet. Un poète a assassiné son homme pour écrire ce poème. Et ça, c'est un homme. Voilà. Miguel Oscar Menaza, c'est un texte traduit en français par Claire Delopy. Et ça, c'est un texte qui est très intéressant, parce que non seulement il retrace un petit peu toute l'histoire de l'humanité, non? Et il décrit la situation dans laquelle nous vivons, et en plus, il montre que, bien sûr, que quand on va écrire, on arrête de vivre. On cesse de vivre quand on écrit. Et ça, c'est quelque chose que dit Menaza, et qui est très intéressant, parce que des fois, on a des difficultés à écrire parce qu'on ne veut pas renoncer à vivre. Vivre dans le sens, je ne vais pas parler avec mes amis, je ne vais pas sortir, je ne vais pas... Non, on cesse de vivre dans le sens où on a notre relation directement, simplement avec le papier blanc. Donc c'est avec autre chose. Donc dans ce sens-là, on cesse de vivre. Et en plus, les grands auteurs, parce que vous voyez que ça, c'est pas quelque chose qui lui est arrivé, lui n'a pas sorti sa mitraillette, tout ça, c'est... Donc, je veux dire que c'est une histoire où lui, il était pas assis sur son lit, il était devant son ordinateur en train d'écrire. Donc, je veux dire que, très beau texte, merci de l'avoir partagé avec nous, je vous en prie, Soumeya. Donc, vous voyez, c'est cette possibilité de déréaliser la situation. Il est sorti de sa vie. Il est sorti de sa vie pour pouvoir écrire ça. Et pour que tous, nous puissions aujourd'hui, parce que c'est un texte, non, c'est un livre qui est à votre disposition, qui s'appelle La poésie et moi, de Miguel Oscar Menaza, et qui est sur Amazon.
Donc, et c'est un livre magnifique où il y a plein de poèmes magnifiques, par exemple. Et donc, mais ce que je veux dire, c'est que c'est cette possibilité de sortir de soi, l'écriture. C'est pour ça qu'il y en a certains qui pensent que c'est thérapeutique parce qu'on s'oublie soi-même. Pour écrire, on doit s'oublier soi-même. Sinon, on va réécrire quoi? Ah, j'aime pas le sucre, je préfère manger ça. Sinon, de quoi on va parler, non? Bonsoir, Saïlep. Bon, voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'année, en tout cas pour Psychanalyse pour tous. Alors, nous continuons l'année prochaine. Il va falloir trouver d'ailleurs de nouveaux titres pour ce Psychanalyse pour tous, pour arriver à continuer l'année prochaine, parce que nous avons déjà traité énormément de sujets. Je ne sais pas si vous savez, mais on a déjà touché, Salma, merci, donc touché énormément de sujets, donc il va falloir trouver de nouveaux sujets. Donc on reprend l'année prochaine à partir du 9 janvier, d'accord? On reprendra à partir du 9 janvier et notre rendez-vous sur Psychanalyse pour tous. Donc bonne fête de fin d'année, prenez bien soin de vous pour passer toutes ces fêtes le mieux possible, terminer l'année et commencer cette nouvelle étape. L'identification et les peintures, Françoise, quoi les peintures? Ah ben la peinture aussi, c'est une possibilité. Moi je parlais de l'écriture, mais bien sûr. Donc bonne année à tous, bonne année Feti, Kedidja, bonne année. Donc bonne continuation, merci, vous savez que vous pouvez partager cette vidéo donc sur vos réseaux. Merci, passez de belles fêtes, merci. Écrivez, dansez, faites-vous plaisir, oui vous aussi Fabienne. Et Fatia, merci. Sonia, au revoir. Annie, au revoir. Belle fête de fin d'année. Alors, essayons de les passer les mieux possible. Belle poésie, Néléa. Bonne lecture. Stéphanie, super. Allez, bonne continuation donc à tous. Bonne fête Pascal. Allez, Salma, meilleurs vœux. Isabelle, au revoir. Poisson bleu, au revoir. Mariam. Allez, merci donc de votre participation, merci de partager, merci d'aimer la page et on continue donc l'année prochaine. Nous avons rendez-vous le 9 janvier. À l'année prochaine. Allez, au revoir à tous et bonne continuation. Allez, prenez soin de vous. Au revoir.